Prêt pour l'impact, vous le savez, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et j'accueille aujourd'hui Odile Batser. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de l'Observatoire de l'immobilier durable OID et la directrice ESG Innovation de la Société de la Tour Eiffel. Société de la Tour Eiffel, c'est quoi? C'est une foncière, c'est ça? Alors c'est une foncière cotée, une petite foncière cotée. On représente à peu près 1,5 milliard d'actifs. Ça représente à peu près 520 000 mètres carrés, situé 75% en Île-de-France, 25% en région. 75% bureaux, 25% autres étant un peu de commerce et également un petit peu de résidentiel. On commence à se diversifier. Ça représente également 63 sites, 130 bâtiments. Il n'y a pas la Tour Eiffel dans la Société de la Tour Eiffel, c'est ça, juste pour qu'on comprenne bien. Ça a été la société qu'a créé Gustave Eiffel pour financer, je crois, la maintenance de sa tour. Et puis, la ville de Paris nous a dessaisi de la Tour Eiffel en 1979, je crois. Et c'est resté une coquille cotée, puisqu'elle était cotée d'origine. On a des PV d'AG signés par Gustave Eiffel. C'est resté une coquille vide au sein d'une banque. Et quand il y a eu un statut spécifique, REITs, qui a été un statut fiscal qui a été publié en France, mes patrons de l'époque, qui étaient des anglo-saxons, ont tout de suite compris l'intérêt. Et donc, ils ont cherché une société cotée vide. Et on a ramené dans leur filet cette société. Donc, au niveau budget publicitaire, ils ont tout de suite vu l'intérêt. Quand on en plus, à l'époque, Société de la Tour Eiffel, effectivement, ça aide. Voilà. Et à l'époque, on avait beaucoup d'investisseurs étrangers. Donc, bien compris. Société de la Tour Eiffel, qui est membre fondateur de l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable. Qu'est-ce qu'il signifie cet engagement? Pourquoi c'est important? Alors, d'abord, la Société de la Tour Eiffel a toujours été un petit peu novatrice. On a une taille, on est petite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on est agile. On a toujours été un petit peu novateur, un petit peu à chercher la différenciation aussi. Quand on est coté, c'est un peu aussi ce qu'on cherche. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit groupe de travail. C'était l'époque plan bâtiment durable, rapport Gauchot. L'État mettait du temps à sortir ce fameux décret tertiaire. Et il y a tout un groupe d'acteurs qui ont dit on ne va pas attendre qu'il nous oblige et on va anticiper parce qu'on pense qu'il y a vraiment urgence. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et c'était d'ailleurs un de mes collègues, c'était pas moi à cette époque-là, qui a été à l'origine de cet observatoire, parce que l'idée de départ, c'était, très bien, on va nous dire qu'il faut réduire les consommations. Mais on fait comment? Mais on part de quel chiffre? Qu'est-ce que consomme un immeuble de bureau? On ne savait pas du tout. On ne s'était jamais posé la question, c'était pas intéressant. Donc ça a commencé comme ça par l'Observatoire et d'ailleurs le baromètre de la performance énergétique dont on a publié la 14e, je crois, édition sur les consommations 2024 en 2025. Comment vous définissez l'immobilier durable? Parce que bon, ça peut être à la fois très vaste et moi ce qui m'intéresse c'est d'être le plus concret possible. Comment vous le définissez? L'immobilier, on s'inscrit déjà dans un temps long, toujours. Et la durabilité, elle ancre encore davantage ce temps long. Je pense qu'un des problèmes actuels, c'est le temps court. Et tout ce qui est durable s'inscrit dans le temps long, avec cette double notion. C'est la durabilité environnementale et c'est la durabilité physique, la résilience, la robustesse. Voilà. Donc, comment je le définis? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de définition. C'est un état de transformation. On est en transition. Tout l'écosystème. Mais ça suppose des choix de matériaux, on parle de béton bas carbone, on parle d'utilisation de plus de bois. Enfin voilà, ça passe par quoi? Alors ça c'est riche. Il se trouve que l'immobilier est au carrefour de beaucoup de sujets. On est très transverse. On s'inscrit dans un territoire. On utilise des matériaux, on abrite
des populations, que ce soit pour habiter ou pour travailler. Donc on est vraiment au cœur du sujet de la ville. Et de ce fait, le nombre de sujets qui sont adressés pour la durabilité de l'immobilier sont très nombreux. Donc il y a tout ce qui est bien sûr atténuation, tout ce qui est consommation, tout ce qui est pilotage des consommations. Il y a la sortie des énergies fossiles. Ça, c'est un des leviers, les plus gros leviers de décarbonation de l'immobilier. Il y a également tout ce qui est adaptation, comment rendre l'immeuble résilient. Et c'est d'ailleurs le seul sujet pratiquement sur lequel il n'y a pas de réglementation. Je vous entendais parler tout à l'heure de l'avalanche de réglementation. C'est vrai, et l'immobilier en est aussi un exemple criant, mais pas sur l'adaptation. Et puis ensuite, il y a tous les sujets de biodiversité, de ressources, l'eau, les matériaux. L'immobilier, on va chercher du sable pour faire du verre, pour faire du béton. On va extraire de l'acier, on va extraire des minerais pour faire de l'acier. C'est lourd, tout est très lourd. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est le 3e émetteur de gaz à effet de serre après les transports et l'agriculture. Donc, on a plein de sujets, et c'est ça qui est passionnant aussi, en même temps. Et donc, il faut adresser tous ces sujets. Il y a aussi l'économie circulaire. Bien sûr. On en parlait avec les invités précédents. Alors, voilà. Il y a un principe dans l'émission, c'est que l'invité du grand entretien pose une question à celui ou celle qui lui succède. J'avais Anouk Pomar, la semaine dernière, directrice des affaires publiques et de l'engagement de Lidl France. Voici sa question. Bonjour Odile, ma question est simple. Comment est-ce que vous jugez l'action d'un distributeur qui continue aujourd'hui à construire des magasins quand il intègre les critères ESG à l'intérieur de tous ces programmes immobiliers? Est-ce que vous jugez ça utile ou est-ce qu'il y a encore fort à faire? Alors, c'est une question déjà très intéressante parce qu'effectivement, ça pose d'entrée de jeu le sujet du développement de Lidl et de la construction de nouveaux bâtiments. J'admire beaucoup ce que font, ou ce qu'essayent de faire les distributeurs, que ce soit les concurrents de Lidl, Carrefour, Leclerc, etc. Lidl est très bien placé, ils ont une politique environnementale qui est vraiment très... Ils ont anticipé beaucoup de choses. Comme dans l'immobilier, ils se sont fait rattraper un peu par la législation. Donc maintenant, on a un peu l'impression que ce qu'ils font, c'est de la réglementation, mais ils avaient anticipé. Ouais. En revanche, il y a un sujet, c'est l'artificialisation des sols. Comment on continue de développer ce secteur-là, tout en respectant... Alors même si la loi est en train d'être assouplie, on va voir quel est le destin du texte, mais c'est vrai qu'on a ce sentiment que l'ambition d'un zéro artificialisation nette en 2050, ou même l'ambition 2035, était trop élevé, donc il faut freiner. Je ne suis pas convaincu, mais bon, voilà. Est-ce qu'ils peuvent croître tout en s'inscrivant dans cette ambition? Alors, oui, je pense. Surtout, Anouk l'avait précisé, ils ont des magasins de plus petite taille que leurs concurrents. Et je pense que, comme moi, vous avez traversé des villes en France dont les centres-villes sont... désertique, vraiment, c'est sinistré. Et pourquoi ne pas essayer de faire revivre ces centres-villes? La démolition, alors je suis pas pour la démolition des bâtiments, mais il y a certaines fois où c'est nécessaire. Et si ça peut éviter d'artificialiser ailleurs, je pense que c'est... Mais c'est ce qu'on appelle construire la ville sur la ville. Est-ce que c'est pas toujours possible? Non, c'est pas toujours possible, mais l'artificialisation, il va falloir vraiment... vous disiez que la loi va s'assouplir. Oui, je pense que c'est nécessaire qu'elle s'assouplisse, mais pour certains sujets vraiment importants. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un magasin Lidl sortir de terre. Franchement, c'est de l'artificialisation. Donc, ça m'a fait un peu mal au cœur. Même si la politique et la stratégie de Lidl le nécessitent. Mais après, je dis ça, on est dans l'immobilier, donc je suis mal placée. C'est vrai que nous aussi, on construit. Alors, on essaye de moins démolir, même si ça aussi, c'est un sujet. La rénovation, moi, j'ai mon collègue du développement, quelquefois, il me dit, regarde ce projet, il est magnifique, on fait plein de choses,
on n'a aucun label, aucune certification, on n'a rien qui vient afficher en vitrine tous les efforts qu'on a faits, alors qu'en construction, on a cette capacité à montrer aux yeux de tous. C'est-à-dire quand on rénove, on est moins mis en avant que quand on construit avec des normes HQE, etc. etc. Oui, enfin, il y a moins de, mais il y a moins, on peut moins l'afficher. Je suis d'accord avec vous, il y a une incohérence. Avec autour de cette question de la ville sur la ville, est-ce qu'il y a tant de friches que ça? Est-ce qu'il y a tant d'espaces qu'on peut rénover, dont on peut changer la destination immobilière? Oui, il y a de la marge. Je encore. pense, regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la ZAN, justement, Vinci a lancé son zéro artificialisation, c'est dur. Artificialisation nette 2030. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté tout un portefeuille d'Engie, de friches, justement, industrielles d'Engie. Et ça leur permet de compenser, il y a également la possibilité de... nous, par exemple, ça nous est arrivé sur une parcelle de construire un bâtiment, même 2 bâtiments en l'occurrence, sur une parcelle sur laquelle il y avait une artificialisation totale avec des parkings extérieurs, vous voyez, et on a renaturer la parcelle. On a mis, je crois c'est un projet à Lyon, on a renaturé 28% de la parcelle. Alors, ce sont des petites choses, mais si tout le monde fait 28%, ça va changer. Mais est-ce que c'est difficile de convaincre vos clients, vos partenaires, etc., que justement cet enjeu, là on parle de biodiversité, cet enjeu de biodiversité, ça peut être aussi un enjeu de compétitivité? C'est peut-être le sujet où c'est le plus difficile. Il y a eu un baromètre de la biodiversité qui a été publié par l'OID, puisque là je mets ma casquette OID, et qui montre... Alors, déjà, il n'y a pas eu beaucoup de répondants, donc c'était déjà un petit peu un biais, et qui montre que les répondants, ceux qui quand même étaient suffisamment intéressés pour répondre, disent eux-mêmes, on a du mal... face à un COMEX, face à un comité d'investissement, à montrer justement, à faire ressortir, à faire toucher du doigt cette valeur, alors qu'elle a également une valeur sociétale. Il y a une valeur humaine. La biophilie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'il y a des études qui ont prouvé que si vous voyez un arbre au travers de votre fenêtre, vous avez déjà 10% de bonne humeur en plus et de santé mentale. Voire de guérison en plus pour les gens qui sont à l'hôpital. Exactement, exactement. Donc, on sait... En fait, c'est tout le problème de la comptabilité. Mais parce que c'est difficile, c'est parce que les métriques sont pas simples en biodiversité. Le carbone, c'est facile, enfin entre guillemets, on peut le comptabiliser et ça peut être une norme mondiale. La biodiversité... Et même comme ça, on s'arrange pour que ce soit pas, franchement. Bon, d'accord, mais la biodiversité, c'est quasi impossible, en fait. Vous comptez le nombre de vers de terre par mètre cube. C'est projet par projet, en fait, c'est ça? Oui, et puis, alors nous, on essaye de trouver des... D'ailleurs, c'est l'objectif de BIG, le programme de l'OID, Biodiversity Impulsion Group, c'est d'essayer de trouver... de structurer le reporting des investisseurs et de trouver des indicateurs qui permettent justement de mettre en avant. Alors, ça peut être les nichoirs, ça peut être le CBSH. Vous savez, c'est un coefficient surfacique qui tient compte de la profondeur d'épaisseur de terre, pleine terre ou les jardinières. Enfin, bon, il y a toute une pondération, etc. Mais ça peut être aussi la nature des sols, puisque c'est quelque chose de quand même fondamental, le sol, et le nombre, et comment est habité le pavé de sol de 50 cm sur 50 cm. Donc oui, il va falloir apprendre à compter les vers de terre et les nichoirs de petits oiseaux, mais regardez, par des canicules comme on a connu, les oiseaux ont beaucoup souffert. On parle des humains, mais... Oui, on peut parler de la nature, des plantes et des animaux. Et des arbres, Lors de votre dernière intervention à la conférence de l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable, vous définissiez la sobriété comme le fait de se réinterroger. Je veux bien qu'on prenne un peu de temps pour détailler ça. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je l'ai dit en introduction, effectivement, de cette conférence, mais Bill Wicks le dit aussi très bien, c'est se demander, est-ce que j'en ai vraiment besoin?
Si vous prenez une famille en 2010, l'équipement informatique d'une famille en 2010, il y avait un ordinateur familial, chacun avait son iPhone ou son Android, peu importe, enfin bref. Aujourd'hui, il y a un ordinateur par personne, une tablette souvent en plus le téléphone. Enfin, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Alors, c'est ça la question. C'est le confort thermique, c'est la même chose. C'est est-ce que j'ai vraiment besoin de pousser le chauffage ou est-ce que je mets un pull ? Pour la climatisation, c'est un petit peu plus compliqué dans les périodes caniculaires. Beaucoup plus compliqué, mais est-ce que je vais me mettre sous un arbre Est-ce que... c'est s'interroger sur le besoin et jusqu'où va notre niveau de confort, enfin, la frontière entre le confort et l'inconfort. Et justement, on voit bien là qu'on est dans une société où on n'est plus du tout habitué à l'inconfort. On ne supporte plus l'inconfort. Oui. Alors là, j'entends effectivement cet argument sur les périodes caniculaires qu'on est en train de vivre. Ça peut aller au-delà de l'inconfort pour beaucoup de Français. Bien sûr. Est-ce que ça vous oblige à repenser peut-être certains projets ou à repenser certains des immeubles existants ? C'est-à-dire... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. On développe un immeuble à Aix. Il n'est pas développé encore, mais le permis de construire est accordé et obtenu, qui prévoit justement de ne pas climatiser toutes les zones et d'essayer par un système de ventilation, d'optimiser la climatisation, parce qu'il y aura quand même de la climatisation et des zones climatisées, mais que cette climatisation vienne irriguer en quelque sorte. Donc il y aura des zones pour des gens qui ne supportent pas la chaleur ou qui sont plus faibles et qui nécessitent d'être dans un endroit bien protégé. Et puis, il y en a d'autres qui supportent mieux la chaleur ou qui en ont même besoin. Ça, je connais des gens qui ont un problème. Qui sont plus frileux et qui sont contents quand il fait chaud. Et qui iront dans les zones moins climatisées, qui seront ventilées. Alors, ça pose C'est plus facile, pardon de vous interrompre, sur un projet en création. Sur un immeuble existant, c'est plus compliqué. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on a sous-estimé ce risque de bouilloire thermique, finalement ? Parce qu'on a pensé les immeubles pour qu'ils soient très très bien isolés, pour qu'ils consomment moins d'énergie, et puis là on se rend compte qu'ils sont parfois un peu trop bien isolés. On l'a sous-estimé, mais en plus, même des immeubles construits aujourd'hui risquent de ne pas pouvoir être climatisés suffisamment dans 20 ans. Un immeuble, ça dure longtemps. Hein. On dit que le cycle de vie d'un immeuble, c'est 50 ans, mais ça peut être davantage. Et on sait que 80% des bâtiments qui seront existants en 2050 existent déjà aujourd'hui. Or, on n'est pas prêt du tout à faire face à ce qui va se passer au niveau thermique. Alors, les installations techniques vraisemblablement seront changées. Vraisemblablement, on fera des progrès au niveau de la technologie, au niveau des fluides frigorigènes, qui sont aussi des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, tout ça va certainement évoluer. Mais en tout cas, on sait qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet d'adaptation. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune réglementation. Et d'ailleurs, c'est Franck Boutet, qui est aussi un architecte qui est très pointu en matière environnementale, qui disait les immeubles d'aujourd'hui, construits aujourd'hui, livrés aujourd'hui au moment où je vous parle, ne sont pas adaptés pour 2050. C'est évident. Donc ça veut dire, la solution, ça va être quoi ? Ça va être de rajouter de la climatisation un peu partout ? Ça va être... Ce ne sera pas une solution. Enfin, c'est ce qu'on appelle la maladaptation, puisque vous savez que la climatisation réchauffe. Oui. Voilà. Donc va falloir trouver d'autres solutions. Après, vous savez, il y avait des solutions qui existaient dans l'Antiquité, par la ventilation. Et il y a même, je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de cet immeuble au Zimbabwe, enfin, c'est un complexe hôtelier qui a été construit entièrement sur la technique de ventilation des termites pour leurs termitières. C'est magique, ça marche, on sait que ça marche, ça fonctionne. Il y a Philippe Madec aussi qui a fait sa médiathèque récemment uniquement. Oui, mais ça marche pour des nouveaux projets. Ça marche pas pour l'adaptation des anciens. Mais alors, faisons-le tout de suite.
pour les nouveaux. Parce que là, pour le moment, c'est toujours pas enclenché. Oui, c'est ça que je veux dire. Ouais. Je vais vous citer, pour parler un peu d'éducation, de formation, et puis de la place des femmes dans nos entreprises, dans nos sociétés. Vous dites, chaque fille éduquée, c'était sur LinkedIn il y a un an, chaque fille éduquée, c'est un avenir transformé. Est-ce que vous faites le lien entre l'éducation des filles, des jeunes femmes, et ces défis environnementaux, ces défis sociétaux? Alors, l'éducation des jeunes filles, c'est un sujet qui est mondial et qui est beaucoup plus grave dans beaucoup d'autres pays. D'ailleurs, je salue la démarche de Tina Kiefer sur Tout à l'école. Je pense que ça doit être un poste de Tina que j'ai dû réagir là-dessus, qui a fait quelque chose d'absolument extraordinaire, tant au niveau environnemental que sociétal, avec l'éducation de ces centaines de milliers de jeunes filles. Mais c'est vrai aussi en France. La France, on est, je crois, le 17 ou 19e pays sur les 27 pays de l'Europe en position sur l'éducation des filles. Ça fait peur quand même. On a 30% des filles qui sont dans des écoles d'ingénieurs. Pourquoi ? Il y a des biais culturels, même en France, alors qu'on est une société quand même très culturellement très ouverte, et il reste des biais qui sont quand même des freins incompréhensibles à la parité et dans nos métiers de l'immobilier. Alors, moi, je suis une femme senior en plus, et je peux vous dire que dans l'immobilier, ça s'améliore, mais historiquement, c'est quand même un domaine très masculin. C'est un domaine masculin. Donc c'est quoi? C'est des habitudes qu'on n'arrive pas à changer? Alors, oui, ce sont... Vous savez, on dit qu'on recrute des gens qui nous ressemblent. Il y a déjà ça. Donc ça veut dire qu'il faut, dans la politique de recrutement, il faut intégrer ce biais en se disant attention, on a forcément ce biais, si on veut changer la donne, il faut avoir cette espèce de clignotant là qui est dans un coin de la tête en permanence. Oui, c'est ça. Alors, vous savez bien que sur les CV maintenant, on met plus les photos. Mais au-delà de ça, malheureusement, je pense que la seule chose qui a fait un tout petit peu bouger les choses, c'est la législation. C'est toutes les réglementations qu'il y a eu sur l'obligation d'un nombre de femmes dans les conseils d'administration, puis dans les COMEX. Alors chez Tour Eiffel, on est très très féminisé, donc on est très bons élèves, mais il y a plein de sociétés. Notre directrice générale, Christelle Zordan, est présidente de l'Observatoire de la parité des métiers de l'immobilier, et elle suit ça de très près. Ça ne progresse pas, ça régresse. Oui, ça fait peur, hein. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, effectivement, et il faut tendre la main à toutes ces jeunes femmes qui osent faire entrer dans des métiers scientifiques, rentrer chez... on en voit, moi, j'en croise en bureau d'études environnementales, et elles sont excellentes. Elles apportent... En plus, on apporte quelque chose de différent. C'est pas mieux, plus... Non, c'est juste différent. Oui. Et le lien entre la féminisation et les défis de transformation, vous le faites? Alors, il n'est pas fait. Moi, je vais le faire en ça. disant si on se prive de la moitié des cerveaux, on sera moins efficace dans la transformation. C'est déjà un principe de base, quoi. Oui. Et puis parce que les femmes ont forcément une vision différente. Je vais rentrer dans des caricatures, hein, mais on sait très bien que le cerveau féminin est quand même plus à même de protéger la vie. C'est comme ça. Et donc là, quand on parle biodiversité, on parle bien de ça. C'est notre avenir, c'est le socle. La biodiversité, c'est vraiment... c'est pour ça que j'avais dit aussi... on ne fera pas d'économie forte sur une planète morte, parce que 50% du PIB mondial, c'est la biodiversité. Et peut-être qu'on est un petit peu plus sensible à ça, je ne sais pas. Alors, on disait tout à l'heure sur ces questions de biodiversité qu'il y avait une difficulté de mesure, de métrique. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu de formation? C'est-à-dire, est-ce que
il faut former les collaborateurs ou d'ailleurs peut-être prioritairement les dirigeants, les membres du COMEX pour que ça bouge. Oui. Tout le monde. Alors nous, on forme nos administrateurs, on forme nos membres du COMEX, nos collaborateurs, quelquefois même nos prestataires. Quelquefois, ce sont nos collaborateurs qui viennent me voir en me disant, tu sais, j'ai eu une idée géniale. En fait, j'ai réuni plusieurs prestats et je leur ai fait une présentation. Donc, il faut former tout le monde. Et ça, c'est pourquoi c'est indispensable. Parce que, et on le voit bien dans tous les conflits qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, etc., très souvent, l'origine, c'est une méconnaissance, c'est une incompréhension des enjeux, des leviers, des grands chiffres, des grandes données. Et donc, pour créer un dialogue qui puisse être constructif, il faut que tout le monde parle de la même chose, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis, vous savez, moi, je ne suis pas née comme ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment où j'ai eu un déclic. Ce déclic, je l'ai eu justement en discutant ou en assistant à des conférences ou en lisant des articles, etc. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'une fois que vous avez compris, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous êtes engagé. Et moi, ce que j'essaye de provoquer chez mes interlocuteurs, qui sont encore un peu... quelques-uns même climato-sceptiques, on peut le dire, voire d'autres un peu tièdes. J'essaye de provoquer ça. Oui. Et la formation, pour moi, c'est... D'ailleurs, l'OID a tout un programme de formation, d'e-learning. Oui. Le levier de la formation. On termine là-dessus. Merci beaucoup, Odile Batser, et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite.